à tous et bienvenue. Émission spéciale car on va sortir du champ de nos compétences habituelles, très remarketing, très après-vente, très automobile, mais pour toujours rester dans les mobilités et dans un premier temps dans l'automobile. J'ai la chance de pouvoir parler aujourd'hui du lancement d'une association, une association qui va faire date, l'Alliance du renouvelable et de la souveraineté énergétique, dit ARS. Et pour m'accompagner pour parler de cette association, j'ai la personne qui a pensé et la personne qui va la présider. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour Julien. Donc, la personne qui a pensé, Jérôme Loubert, directeur général et homme clé de Flexfuel, et les boîtiers bioéthanol dont on parle beaucoup ces derniers temps, et à mon avis, on va parler encore plus dans très peu de temps. Et Bruno Millienne, ancien député. Absolument. Donc, et qui a décidé aujourd'hui de dire il y en a marre, quelque part, de se laisser imposer aujourd'hui un mode de consommation des énergies et également des prix complètement farfelus. Il est peut-être temps de prendre les choses en main et de penser aux consommateurs. Oui, c'est un vieux sujet, hein, ça date pas d'hier. Je fais partie des députés qui se sont battus pour que les énergies renouvelables, quelle que soit leur forme, puissent avoir droit de cité et droit d'utilisation dans le pays. Je ne suis pas contre l'électrique, loin s'en faut, il en faut, on va sûrement aller vers ça à terme, mais si on veut réussir ne serait-ce que le maintien des accords de Paris pour 2050, il faut utiliser toutes les énergies qui décarbonent. Et parmi les énergies qui décarbonent, vous les connaissez, il y a effectivement le bioéthanol, mais il y a le GPL, il y a aussi des produits pour le gasoil, le HVO, le B100, et puis dans les énergies de chauffage, vous avez la géothermie, vous avez le biofuel. Toutes ces énergies-là, on les a mises de côté et surtout, on les a surtaxées. Ce qui fait moins de pouvoir d'achat pour les consommateurs et ceux qui ne peuvent pas se payer les énergies vers lesquelles le gouvernement veut aller depuis des années, eh ben, eux, ils restent avec leurs vieilles voitures polluantes, leurs vieilles chaudières polluantes. Il faut que ça s'arrête. Tu as très bien posé le sujet, Bruno. Jérôme, du coup, toi, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'association et nous dire, mais par quel diable, qu'est-ce qui t'a piqué? L'association, elle vient d'un constat, le constat que les pouvoirs publics, d'une part, ne peuvent pas tout. Il faut arrêter d'attendre tout des pouvoirs publics. On a, nous, connu pour Flexfuel, avec le bioéthanol, les subventions régionales, les subventions départementales pour certains, d'autres municipales, qui incitaient à l'installation de boîtiers éthanol. Et puis, brutalement, en 2023, toutes ces subventions, pensant que le marché était lancé, ont été débranchées. Et on s'est retrouvé avec une fin d'incitation globale qui, entre guillemets, entre les lignes, disait aux consommateurs, n'y allez plus. Voilà, on est passé du allez-y à n'y allez plus, on a perdu de la confiance et on n'est pas dans la continuité. Et nous, on a besoin de continuité. On a des acteurs institutionnels autour de l'éthanol ou des autres carburants, qui sont des syndicats, par exemple, qui défendent évidemment le carburant, mais il ne faut pas oublier que derrière cette filière carburant, il y a tout un tas de PME, des fabricants comme notre boîtier éthanol, nos sous-traitants, les fabricants de cartes électroniques, les fabricants également d'injection moules plastique, on fait encore de l'injection en France et il faut le dire, qui fabriquent nos boîtiers, et puis toute la filière aval que sont les installateurs, les distributeurs, les concessions automobiles. Et toute cette filière-là, le jour où on la déconnecte, c'est pas simplement le fabricant de boîtiers qui est lâché dans la nature, c'est toute une filière de plusieurs milliers de garages en France. Et donc pour eux, on a besoin de se rassembler, pas nous uniquement. L'éthanol n'est pas la solution, c'est une des solutions. Et donc, on a décidé de se rassembler, d'interpeller nos confrères, si je puis dire, du B100, du GPL, de l'hydrogène, de tout un tas de ce qu'on pourrait appeler le rétrofit automobile, pour réfléchir à plusieurs cerveaux et voir quelles actions on pourrait mettre en place de communication, peut-être des actions financières également, pour aider les consommateurs à ne plus être piégés par leur automobile, comme aujourd'hui c'est le cas, où je roule avec mon diesel et où du jour au lendemain, je me retrouve avec un litre qui me coûte 50 centimes de plus, et où ça me fait 30 euros de plus par plein, et ça me fait 200, 300 euros de plus par mois, c'est inadmissible. Oui, si j'ai bien compris sur l'association, loi 1901, donc déjà il y a une véritable volonté d'impact, d'intérêt général sur les actions portées par l'association, et ça on va y revenir, mais il y a aussi la volonté de mettre fin au dogme pour plus de pragmatisme dans la transition énergétique. On est d'accord que c'est vraiment l'angle Oui, de l'association. Oui, l'idée c'est de se dire quand même que
On le voit aujourd'hui. Alors, on n'a pas lancé l'association parce que la situation géopolitique est ce qu'elle est. L'association a été lancée, je me souviens en avoir parlé avec Jérôme, il y a au moins 2 ans déjà de ça. C'est une réflexion d'il y a 2 ans. C'est une réflexion qui date d'il y a un moment, avec une action, comme je vous l'ai dit, effectivement, les premières actions sont sur la mobilité, mais qui concernent l'ensemble des champs de l'économie. Ça va de l'industrie, ça va du BTP, je vous en ai pas parlé, mais ça peut aller aussi sur les machines agricoles, sur les mécaniques industrielles, enfin, tout ce qui est gros consommateur, on va dire, de gaz à effet de serre, et qui en produit beaucoup et dont il faut faire baisser. Il y a tout le neuf. Moi, je comprends que le neuf, on incite les gens à aller vers du 100% électrique, par exemple pour la mobilité, et du propre, ou, on pourra en parler, mais tout ce qui est électrique aussi pour les maisons. Mais enfin, ça dépend où vous habitez, au nord ou au sud de la Loire. Tout ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Une fois qu'on a lancé ça c'est lancé. Il faut regarder l'efficacité que ça donne. Et à partir de là, se dire, est-ce qu'on tient les objectifs qu'on s'est fixés? Et aujourd'hui, on ne les tiendra pas. On ne les tiendra pas pour des questions économiques, de pouvoir d'achat des gens. Donc, il faut aider les gens, toutes les personnes qui ne peuvent pas aller vers les solutions, on va dire, optimum, prônées par l'État, si tant est qu'elles soient optimum, mais c'est comme ça qu'ils les voient, et leur donner d'autres solutions qui ne seront peut-être pas du 100% décarboné, mais qui seront du 70, 80, 90, 95. Une nette amélioration de l'existant. Voilà. Donc, il faut jouer la complémentarité entre toutes les solutions qui s'offrent à nous et arrêter de laisser de côté tout un tas d'énergies qui sont là aussi pour la décarbonation. Jérôme en a parlé. Le premier axe, c'est les mobilités, mais pas que. Là, tu viens de le dire, Bruno, il y a d'autres actions et d'autres portées à terme. Nous, l'idée, c'est quand même de réfléchir avec tous les fabricants d'énergie, bien sûr, toutes les fédérations qui sont en charge d'eux. Moi, je pense par exemple à une association, une fédération qui n'est pas pour l'instant concernée par notre première action, mais prenez la Fédération française des chauffagistes, je peux vous dire qu'en ce moment, ils ne sont pas très bien, quoi. Ouais, il y a une vraie réflexion sur le métier. Il y a une vraie réflexion sur le métier. Donc, Jérôme a par contre évoqué potentiellement des actions qui vont dans le sens de ce pragmatisme évoqué juste avant et qui concernent le pouvoir d'achat des Français et surtout le parc roulant. On pensait au neuf, Bruno évoque le neuf, mais il faut s'intéresser à l'existant, ce qui tourne tous les jours, et c'est le sens que tu veux donner aussi à l'association. L'impact, il ne va pas se faire sur le neuf. Aujourd'hui, on le sait, le marché du véhicule neuf est en dégringolade. Malgré tout, même à sa belle époque, il est aux alentours des 2 millions, 2 millions 2. Ouais, on parle de 2019. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas avec 2,2 millions de nouveaux véhicules par an qu'on va changer la face du parc en quelques années. Donc, c'est là qu'on a un fort lien avec Univervéo. C'est intervenir sur le parc existant. Aujourd'hui, quand on parle à une entreprise qu'elle a 600, 700, 800 véhicules, elle ne va pas en un claquement de doigts passer sur de l'électrique, que ce soit en termes de budget ou en termes d'usage. C'est une transition longue et coûteuse. Voilà. Nous, on veut passer par une transition écologique, pleinement écologique, ça c'est le premier point, et en douceur, adaptée aux besoins et aux moyens du client. Le besoin, c'est je suis chauffeur-livreur, je ne peux pas avoir un utilitaire électrique. Ça ne marche pas. J'ai pas les moyens de racheter une camionnette électrique, donc je vais faire une transformation de ma camionnette essence au bioéthanol. Donc on a un vrai pouvoir, on a un vrai impact sur l'existant, et avec un faible budget, une transformation éthanol, ça coûte environ 5, 6, 700 euros pour un véhicule de base. Ça peut monter un peu plus pour des véhicules avec des technologies et de moteurs un peu plus complexes. Mais en tout cas, on a une solution de transition qui permet d'avoir un impact à la pompe immédiat. Et donc ça, c'est pour la mobilité, mais on a également tout un tas d'entreprises en France, tout un tas de PME. On a un vivier de gens qui réfléchissent, qui ont des solutions à proposer et qui ne sont pas dans le tout électrique, ça, certes, mais qui peuvent intervenir sur les véhicules pour faire en sorte de baisser la facture du Français automobiliste moyen ou de l'entreprise moyenne. Tu l'as évoqué donc du coup, des actions, ça a été évoqué, vraiment, appuyé. Est-ce que tu peux matérialiser le sens des actions? Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant et sur lequel on peut s'arrêter, c'est permettre au marché de gérer lui-même ses subventions, piloter lui-même la construction, se pousser et non pas dépendre des actions de l'État. Ça se matérialise comment tout ça? On va faire un peu de teasing parce qu'évidemment on aura une grande annonce à faire dans quelques semaines sur un premier dispositif qu'on va mettre en place. Il n'est pas tout à fait finalisé, donc on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais on veut agir de manière pragmatique et matérielle
dans la vie, dans le quotidien des Français. Donc par les acteurs du métier, pour les acteurs du métier, qui vont aider le pouvoir d'achat des Par les Français. acteurs du métier, mais pas que. L'association, elle est là pour fédérer. Elle est là pour fédérer les acteurs du métier, permettre potentiellement de découvrir de nouveaux acteurs du métier, notre pépinière potentiellement. Moi, quand on a démarré FlexFuel à l'époque, on aurait aimé pouvoir taper à une porte et qu'on nous dise tiens, c'est intéressant, venez avec nous, on discute, et puis potentiellement on poussera votre solution parce qu'on la trouve intéressante et intelligente. Il y a ce premier point, et puis derrière, il y a pouvoir fédérer les différentes institutions, les fédérations, les syndicats, qui aujourd'hui communiquent les uns à côté des autres. On aimerait pouvoir discuter à une même table ronde et pouvoir parler d'une même voix pour des actions, pour interpeller par exemple des régions, comme ça a été le cas à l'époque, où aujourd'hui un petit fabricant comme FlexFuel ou mes confrères eFlexFuel, Biomotors ont des difficultés à aller parler à des institutions, à des présidents de région, alors qu'avec la force d'une association, la force d'un groupe, on peut aller les voir et leur dire voilà, vous faisiez des subventions à l'époque. Aujourd'hui, dans quel cadre est-ce qu'on pourrait relancer quelque chose, une action? Il n'y a pas besoin que ce soit des centaines et des centaines d'euros. Aujourd'hui, une simple incitation de 50-100 euros serait déjà très bien pour un certain nombre de Français. On a eu le chèque énergie, qui pour moi est de l'argent mis à la poubelle. C'est-à-dire que l'État donne 100 euros à un automobiliste qui va en fait aller le dépenser à la pompe en moins d'un plein. Parce que la réalité c'est ça aujourd'hui, c'est qu'un plein c'est plus de 100 euros. J'étais hier à une station qui bloquait le plein à 100 euros, j'ai fait exactement 45 litres et c'était terminé. Donc c'est le chèque énergie, il n'y a pas de levier, il n'y a pas d'effet de levier. Alors que si une région, une municipalité ou l'État tout simplement finance à hauteur de 100 euros l'acquisition d'un boîtier éthanol, par exemple. L'effet est long terme. Ou pour un transporteur, une conversion baissant, pour pouvoir rouler au baissant, l'effet est très long terme. C'est-à-dire qu'il va faire des milliers d'euros d'économie par an. Et donc ces 100 euros vont se transformer en plusieurs milliers d'euros. C'est ça que nous, on prône. C'est pas le chèque ou la voiture électrique, c'est l'entre-deux. Oui, et c'est, si j'ai bien compris, le marché qui se prend en main. On peut l'analyser comme ça. C'est-à-dire ne plus attendre bêtement ou béatement l'action de l'État, c'est de se dire on est capable de s'organiser, de se fédérer et d'agir ensemble pour le développement de notre propre marché et encore une fois dans l'intérêt du consommateur. Oui, il y a deux idées derrière cela. Fédérer tous les acteurs, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une action, allez, on va prononcer un mot qui est un mot vulgaire pour beaucoup de gens, une action de lobbying aujourd'hui qui est menée, si chacun reste dans son couloir, n'aboutira pas. Parce qu'on le sait, l'union fait la force. Qu'à partir de ce moment-là, en fédérant tous les acteurs des énergies renouvelables, pour obtenir des choses précises de l'État, mais qui concourent tous au même but, décarboner notre pays, il vaut mieux jouer et grouper. Donc c'est pour ça qu'on espère effectivement que beaucoup d'acteurs vont nous rejoindre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne pas attendre de l'État, parce qu'il n'en a plus les moyens, on va être clair. De toute façon, c'est clairement, c'est le mot d'ordre. Enfin, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. L'État n'en a plus les moyens. Donc comment on peut s'aider nous-mêmes, comment on peut vous aider, comment on peut aider les consommateurs, aider la filière, amont et aval, à finalement perdurer, à progresser, à produire plus par les actions de l'association. En gros, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le mécanisme, il faut le travailler encore, mais l'idée, ce serait, par les dons qu'on reçoit, peu importe les dons, par les dons qu'on reçoit, on peut générer une subvention sur un certain nombre de boîtiers, par exemple, éthanol, ou de marché, directement aux consommateurs, sans passer par l'État. Donc voilà, et c'est des solutions qu'on essaie de trouver. Ça offre une autonomie incroyable dans le financement et la promotion de marchés comme les biocarburants qui sont cités, mais demain d'autres marchés avec d'autres potentiels. Oui, c'est une forme d'achat groupé presque, on pourrait dire. Dans l'intérêt du consommateur. Dans l'intérêt du consommateur. Et ça concerne qui dans un premier temps et quelles sont les ambitions? On fédère qui exactement dans l'association? Aujourd'hui, on fédère d'abord des entreprises françaises qui sont des fabricants de technologies de décarbonation, pour l'instant de mobilité et plus à terme. C'est également des fournisseurs, en tout cas, de ces énergies renouvelables, que ce soit l'éthanol, le baissant, etc., qui sont appelés à nous rejoindre ou nous ont déjà rejoints. D'ailleurs, on en profite pour faire un appel à nous rejoindre pour pouvoir faire valoir vos technologies, vos entreprises, et faire front commun afin de crédibiliser les démarches. L'objectif, il est de crédibiliser les démarches, de ne pas chacun être dans son couloir à dire moi je vais plutôt vendre des boîtiers éthanol et je vais faire la guerre au GPL, ou alors moi je fais la guerre au GPL parce que je veux favoriser la presse et le rétrofit hydrogène, etc., etc. Même le rétrofit électrique aujourd'hui. Oui. Le rétrofit électrique aujourd'hui, soyons honnêtes, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement
pour le moment trop cher parce qu'il n'y a pas de volume. Et donc, c'est la démocratisation de ce rétrofit électrique. Il y a des entreprises qui font des choses formidables en rétrofit électrique, adaptées au marché. Je pense à une société qui fait du rétrofit électrique sur des utilitaires plutôt de grande taille. Ça, c'est très important. Et ça, c'est parfaitement adapté. C'est des utilitaires qui font... Ça rentre dans le pragmatisme dont on parlait juste avant, c'est-à-dire on sort du dogme du rétrofit tout électrique pour des véhicules qui ne sont pas concernés. Les véhicules particuliers n'étaient pas concernés. Par contre, on en vient sur un usage utilitaire ou industriel. Là, on est sur quelque chose qui a un sens. Des artisans avec un Renault Master, il ne fait pas 300 km par jour. Il va non. chez ses clients. Exactement. Et donc, lui, il a son vieux Renault Master aujourd'hui, vieux, même qui a allé 7-8 ans, qui a 100 000 km. Plutôt que d'en racheter un neuf électrique qui va lui coûter une fortune, il peut rétrofiter, par exemple, son Renault Master ou son... Il faut donner plusieurs marques, un Peugeot Expert. Oui, bien sûr. Et avoir gardé son véhicule, un investissement mesuré. Il va avoir des aides. Eux ont des aides. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'aide, donc c'est aussi pour ça qu'on se fédère pour en obtenir également. Mais c'est des solutions qui sont extrêmement adaptées aux besoins des artisans, aux besoins des professionnels. Donc, ça s'adresse aux particuliers, aux professionnels, ce qu'on veut faire. Et puis derrière, au-delà de ça, c'est les réseaux. Les actions sont portées par les professionnels pour les particuliers. Oui, mais ce que dit Jérôme est important. Si on prend les professionnels. Si on prend le cas des véhicules utilitaires légers, moi je me souviens parce que j'avais fait une tournée en France pour un autre sujet qui a été abandonné, c'était les ZFE. Et j'ai discuté avec beaucoup d'artisans justement qui ont des véhicules utilitaires légers. Ce que les gens ne savent pas forcément, en tout cas ceux qui n'ont pas de véhicules utilitaires légers, c'est que vous achetez votre véhicule à un certain prix, l'équipement que vous mettez dessus pour pouvoir faire votre métier peut vous coûter jusqu'à 3 fois le prix du véhicule nu. Donc c'est pas un petit investissement. Quand on voit le prix d'un utilitaire léger à 30 ou 35 000 euros, on se dit, voilà les gars, c'est pas cher. Mais derrière, si vous le transformez en camion de boucherie, vous multipliez par 3 le prix du véhicule. Donc les gens vont les utiliser jusqu'au bout du bout. Et c'est normal. Et à l'époque, je me souviens, alors, ils sont beaucoup au diesel, ceux-là. J'avais discuté avec un artisan à Bordeaux qui m'avait dit, mais moi, vous m'offrez une solution, puisque Jérôme en parlait, de rétrofit électrique qui rentre dans mon budget, je le fais. Parce qu'effectivement, je ne fais pas plus de 300 km par jour. Et nous, c'est Donc nous, notre baseline, c'est ça, c'est aider les gens en fonction des usages qu'ils font de leur véhicule pour la mobilité. C'est l'usage et le besoin qui répondent. Ça sera le même raisonnement pour le bâtiment demain, ce sera le même raisonnement pour les machines agricoles, ce sera le même raisonnement pour les machines industrielles. Quel est votre besoin? Quelle solution technique on a à vous offrir pour que ce soit rentable pour vous et que ça vous coûte le moins possible pour que vous puissiez effectivement assurer la continuité de votre entreprise et la continuité des clients que vous avez à servir. Et on retrouve du coup tous ces éléments, toute cette présentation de l'association, la possibilité qu'on a d'y participer sur un site internet, j'imagine. Oui. Je crois qu'on m'a dit que c'était ars.fr, A-R-S-E.fr. Tout à fait. Et donc on aura tout complément d'information. Les autres membres fondateurs également. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ARM Engineering, oui. Marc Lambec, bien connu dans le monde de l'automobile. Très grosse caution technique. Grosse caution technique. Très grosse caution technique. Qui a un bureau d'études, développement, qui est situé à Albi. Biomotors, qui est sur notre marché de l'éthanol et depuis de longues années avec Flexfuel. Gros acteur également avec Flexfuel du bioéthanol. Voilà. J'ai cité tout à l'heure eFlexfuel qui sera probablement amené à rejoindre l'association, mais qui est également dans notre... Ça dessine un peu les actions, les premières actions, tout ça. Voilà, du GPL également. Donc voilà, on a un certain nombre d'acteurs. De l'hydrogène aussi. De l'hydrogène, avec pour l'instant un acteur et bientôt d'autres, puisqu'on est déjà en discussion avec d'autres acteurs. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde fait le même constat. Sur tous nos marchés, tout le monde fait le même constat. Il faut se réunir pour faire valoir la diversité technologique, la neutralité technologique dans l'économie, la mobilité de demain et les énergies de demain. Alors, on l'a vu avec le tout électrique, le zéro thermique 2035, sur lequel il y a déjà eu une clause de revoyure où maintenant, finalement, on revient au biocarburant, parce qu'il n'est pas légal et pas envisageable de prendre un seul et même cap avec une seule technologie. Non, il doit y avoir une neutralité technologique. On doit tendre vers une neutralité carbone, ça c'est l'objectif. Et quel que soit le moyen par lequel on passe, ça importe peu à la législation. Donc, on a besoin de bon sens. Oui. On a besoin de bon sens, de neutralité, de bon sens. L'arrêt du moteur thermique, honnêtement, même politiquement, j'ai toujours considéré ça comme une aberration. C'est pas le moteur thermique qui est en cause, c'est ce qu'on met dedans.
Demain, on peut mettre du carburant propre dans un moteur thermique, gardons-le. N'arrêtons pas le moteur thermique. Après, ça n'empêche pas les véhicules On en électriques revient d'exister. au dogme, on revient aussi à ce besoin de bon sens qu'on a au quotidien et dans l'usage de nos mobilités, mais pas que, comme Bruno l'a évoqué tout à l'heure, il y a d'autres champs, d'autres perspectives pour l'association. Donc pour en savoir plus, on le redit sur ars.fr, arse.fr, vous récupérez toutes les informations nécessaires à accompagner le mouvement et à rejoindre cette volonté de fédérer des acteurs du marché déjà de l'automobile dans un premier temps. Un petit message aux Ouais. collectivités, Oui, quelles qu'elles soient, intercommunalité, mairie, quelles que soient les strates. Appelez-nous, on a des solutions pour vous. appelez-nous une fois que les municipales pour certains sont passées, que vous êtes bien en place, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Il me reste à vous remercier, messieurs, Merci pour beaucoup. cette grande nouvelle. Et nous, on est ravis de participer au développement de cette association, l'Alliance renouvelable et souveraineté énergétique. Tout est dans le titre.